Elle effectue 16 révolutions par jour autour de la planète, à 365 km d'altitude. Excellente nouvelle, Rex. Merci beaucoup. La Station spatiale internationale est le plus grand objet artificiel placé en orbite terrestre. Elle abrite un équipage de 10 astronautes. Ils mènent des expériences pour analyser les possibilités d'une vie humaine ailleurs que sur la Terre. Leurs recherches nous permettront peut-être un jour de coloniser la Lune ou même Mars. Quatre vaisseaux spatiaux historiques se cachent derrière le succès de la Station spatiale internationale. Chacun d'eux a marqué une avancée technologique considérable qui a permis aux ingénieurs d'agrandir leurs vaisseaux. De la plus petite à la plus imposante, voici l'histoire de ces incroyables machines. Cinq bonds technologiques qui ont permis de construire de plus en plus grand. « 10, 9, 8, démarrage du moteur principal. 7, 6, allumage du moteur principal. 4, 3, 2, 1, 0. Décollage de la navette spatiale Atlantis. Départ du voyage scientifique Columbus à destination de la station spatiale. Février 2008. La navette spatiale Atlantis entame une mission de 13 jours destinée à livrer les derniers composants d'une station spatiale internationale en évolution constante. Centre spatial Kennedy, vitesse 3200 km/h. Voilà 11 ans que les astronautes assemblent cette structure dans l'espace. Quand elle sera finie, elle comportera 14 modules, dont des laboratoires scientifiques et des espaces de vie. Et elle pèsera 400 tonnes. Encore un mètre. Bien reçu. Ce projet de construction d'un coût de 70 milliards d'euros est le plus cher et le plus ambitieux à avoir jamais été entrepris. Pour comprendre ce qui l'a rendu possible, revenons en arrière. Notre histoire commence au plus fort de la guerre froide. Avant de construire la première station spatiale Salyut, les ingénieurs soviétiques doivent commencer par maîtriser l'attraction terrestre. L'Eagle est posé. Juin 1969. Les États-Unis devancent l'Union soviétique dans la course au premier pas sur la Lune. À vous, Monsieur le Président. Et c'est Houston. Terminé. Hello, Neil and Buzz. This certainly has to be the most historic telephone call ever made. Les Soviétiques sont résolus à ne plus se faire battre. Leur objectif ? Envoyer un homme dans l'espace plus longtemps que jamais auparavant. Dans ces conditions extrêmes, les scientifiques ignorent comment réagira le corps humain au fil du temps. Pour le découvrir, ils décident de placer un laboratoire dans l'espace. Salyut emportera un équipage de 3 cosmonautes. Les compartiments pressurisés renfermeront une salle de contrôle et des espaces de vie. Il est prévu que les cosmonautes y passent 3 semaines. Mais pour rester aussi longtemps en orbite,
Salyut devra voyager à 28 000 km/h pendant toute la durée de la mission. L'astronaute Leroy Chiao, qui a participé à 4 missions sur la station spatiale, connaît les dangers qu'il y aurait à lever le pied de l'accélérateur. Si vous n'allez pas assez vite dans l'espace, vous retombez. Il est donc nécessaire d'atteindre ce qu'on appelle la vitesse orbitale, pour que la force liée à l'accélération contrebalance la force gravitationnelle. Quand ces forces s'équilibrent, l'objet conserve la même distance par rapport à la Terre ou à tout autre corps autour duquel il tourne. Afin d'atteindre les 28 000 km/h de vitesse orbitale, les soviétiques fixent Salyut à un lanceur, la fusée Proton. Une fois en orbite et la fusée larguée, rien ne devrait empêcher Salyut de maintenir sa vitesse. Dans le vide de l'espace, il n'y a plus de résistance de l'air pour le ralentir. Seulement voilà, l'espace n'est pas complètement vide. En principe, s'il n'y avait aucun frottement, une fois en orbite, on y resterait. La Terre est, comme on sait, entourée d'une atmosphère. De ce fait, on trouve encore des molécules d'air à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Les molécules d'air qui viennent heurter Salyut suffisent à créer une traînée qui ralentit le vaisseau. Si la vitesse passe en dessous de la vitesse orbitale, la pesanteur fera retomber le vaisseau sur la Terre, avec des conséquences catastrophiques. Régulièrement, la station spatiale et les autres vaisseaux ont donc besoin d'être relancés grâce à des fusées qui relèvent le plan de l'orbite de façon à contrecarrer la traînée. Mais l'utilisation de fusées sur Salyut présente certains risques. Elles démarrent avec fracas et consument rapidement leur stock de carburant. Une explosion non maîtrisée pourrait projeter Salyut dans l'espace lointain. Il faut aux ingénieurs une fusée qu'ils puissent contrôler. La solution, ils la trouveront dans un tout autre domaine. Au cours de la guerre de Corée, l'armée américaine cherche à déplacer ses soldats rapidement sur les champs de bataille. Les ingénieurs mettent au point une machine digne de l'inspecteur Gadget, le réacteur dorsal. Il propulse celui qui en est muni dans les airs par une réaction chimique facile à maîtriser. Le chimiste Andrew Sidlow précise comment cette propulsion est générée. Quand le peroxyde d'hydrogène se décompose, il dégage de l'oxygène et de l'eau sous forme de vapeur. Quand j'appuie sur la seringue, comme ceci, une petite quantité de liquide pénètre dans la fiole et il en ressort de la vapeur. Et ainsi de suite à chaque injection. J'exerce donc un contrôle. En ajoutant une dose précise de peroxyde d'hydrogène, j'obtiens une réaction immédiate qui libère une faible quantité de vapeur et d'oxygène. Les soviétiques équipent leur station spatiale de réacteurs chimiques comparables à ceux du réacteur dorsal. Ce procédé permet aux cosmonautes d'agir sur la propulsion de leur vaisseau et de produire une accélération propre à le ramener sur son orbite. Grâce à ce procédé, l'équipage réussit à tourner autour de la Terre pendant 25 jours, un nouveau record mondial. Mais cet épisode finit mal. Les cosmonautes ne survivront pas à leur voyage de retour. Dans les dernières phases de leur rentrée dans l'atmosphère, un joint de pressurisation se rompt
ce qui inflige à l'équipage une décompression trop brusque. Malgré ce drame, cette mission aura prouvé que des hommes peuvent tenir plusieurs semaines dans l'espace. Troisième jour de mission pour la navette partie livrer un nouveau module à la Station spatiale internationale. Contact. OK. Après s'être amarrée, la navette pourrait avoir à accomplir une autre opération essentielle. Pour regagner sa vitesse orbitale, la Station spatiale internationale n'utilise pas ses propres propulseurs. Elle s'appuie sur ceux d'un vaisseau arrimé, comme la navette. Elle doit par ailleurs constamment corriger sa position afin de maintenir ses panneaux solaires face au Soleil, où elle puise toute son énergie. Pour réaliser ces réglages, les astronautes mobilisent non pas la force de propulsion, mais ce gyroscope. Le physiologiste Kevin Fong nous montre comment un simple rouet permet de déplacer une station spatiale. Voici un gyroscope. C'est un exemple très sommaire de ce qu'on trouve sur une station spatiale. Une fois que le gyroscope tourne, son axe tend à résister au changement de son orientation. Imaginons que ce socle corresponde à l'environnement sans poids ni frottement qui caractérise l'espace. Si je tourne la roue, elle m'emporte dans une direction. Et si je la retourne, elle m'entraîne en sens inverse. C'est une démonstration très sommaire du contrôle de l'attitude d'une station spatiale par un actionneur gyroscopique. Les ingénieurs équipent la Station spatiale internationale de 4 gyroscopes. En inclinant ces rouets, les ingénieurs au sol exercent une force sur la station spatiale qui permet de l'orienter. Les gyroscopes effectuent sans relâche d'infimes ajustements afin que les panneaux solaires soient toujours face au Soleil. L'équipage en tire l'énergie nécessaire à ces expériences. Depuis 100 jours, l'astronaute Mike Fink se trouve à bord de la station, devenue pour lui une résidence secondaire. Excusez le désordre. On est occupé à construire toutes sortes d'objets. Voici mon espace de travail. Un peu encombré pour le moment. C'est mon bureau en quelque sorte. Il n'est pas à l'horizontale, mais là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Lui, c'est mon collègue, Yuri Lunchakov, qui fait de l'exercice sur le tapis roulant. Salut! Regardez comme c'est beau dehors. En 1971, les propulseurs maintiennent Salyut en orbite pendant 23 jours. Les Américains entendent battre ce record grâce à un énorme laboratoire spatial. Mais ils doivent d'abord élaborer un moyen de maintenir une liaison entre le laboratoire et la Terre. À la fin des années 60, les scientifiques de la NASA prévoient une série d'expériences à mener dans l'espace. Leur laboratoire sera une station spatiale de 100 tonnes, Skylab. Trois astronautes leur serviront de cobayes humains. Les scientifiques cherchent à évaluer les dommages considérables causés au corps humain par l'impesanteur. Ils surveilleront leurs expériences grâce à une liaison de télécommunications.
Le temps passé dans l'espace pourrait priver les astronautes de la force musculaire nécessaire pour tenir debout à leur retour sur Terre. L'espace est un milieu singulièrement hostile, mais ce qui le rend surtout très éprouvant, c'est l'impesanteur. Il y a dans le corps humain beaucoup de systèmes dont l'entretien dépend de l'attraction terrestre. Les muscles et les os, et le cœur aussi, qui est une pompe musculaire. Faute d'une force d'attraction contre laquelle ils travaillent constamment, les muscles, comme le cœur, s'atrophient. Plus le corps humain passe de temps dans l'espace, plus il perd de sa force musculaire. D'où la nécessité de surmonter ce problème si l'on veut permettre aux humains de vivre sur des planètes où la force d'attraction est moindre que sur la Terre. Le succès de la mission Skylab repose sur la possibilité offerte aux scientifiques de surveiller l'état de santé des astronautes depuis la Terre. Mais voilà le hic. Houston prévoit de communiquer avec Skylab par ondes radio. Celles-ci ne peuvent voyager qu'en ligne droite. Or, le Skylab accomplit une révolution complète autour de la Terre en 90 minutes, ce qui ne laisse qu'une fenêtre de 6 minutes pour évaluer l'état de l'équipage lorsqu'il survole Houston. Un laps de temps trop bref pour recueillir les données indispensables. La NASA installe donc 11 stations terrestres autour du globe pour assurer une meilleure couverture. De larges zones d'océan restent cependant dépourvues de récepteurs. D'où l'idée d'en installer sur le pont d'un navire, dans le but de suivre la station spatiale quand elle survole les mers. Une surface immense à couvrir pour un seul navire. Il n'en est aucun qui puisse avancer aussi vite que Skylab. Il faut à la NASA des récepteurs radio plus mobiles. Elle en équipera donc des avions. Michael Cayley comptait parmi les pilotes aux commandes de ces appareils. Compte tenu de leur capacité, on pouvait positionner ces appareils à n'importe quel endroit de la planète, choisi en fonction de l'orbite du vaisseau spatial. Et ils assuraient en temps réel la continuité des communications avec les astronautes. Une antenne radio parabolique de 2 mètres de diamètre est logée dans le nez de l'avion. Des moteurs électriques permettent de l'orienter vers n'importe quel point dans le ciel. Quand la station spatiale passe dans le ciel, un opérateur à bord de l'avion oriente l'antenne pour capter le signal radio émis par Skylab. À l'instant où Skylab sort du champ d'un aéronef, un autre avion prend le relais. Une flotte de 8 avions tournant autour du globe maintient un contact permanent avec l'équipage de Skylab. Le pilotage de ces appareils requiert des compétences hors du commun. Il fallait se trouver dans une position excellente par rapport au vaisseau spatial qui montait sur l'horizon et pointer l'antenne et l'avion dans sa direction. Il s'agissait de le suivre aussi longtemps que possible pour retransmettre un maximum de données à Houston. Grâce aux pilotes comme Michael Cayley, les experts au sol sont en mesure d'exercer un contrôle de chaque instant sur les cosmonautes. On s'évertue en outre à fortifier les muscles atrophiés des astronautes en leur imposant des exercices fondés sur la résistance de cordes élastiques. On remet en forme les cœurs affaiblis par le manque d'effort en plaçant les hommes dans une machine qui reproduit l'attraction terrestre.
Après avoir enduré ces épreuves pendant 84 jours, l'équipage de Skylab prouve que le corps humain a de bonnes chances de survivre hors de toute pesanteur. Aujourd'hui, à bord de la Station spatiale internationale, on a établi que les astronautes devaient faire 2h30 d'exercice physique quotidien pour maintenir leurs muscles en bonne santé. Mais dans ce laboratoire en orbite, les hommes ne constituent plus le premier objet d'étude des expériences scientifiques. On examine aujourd'hui la possibilité de cultiver des végétaux et de pratiquer l'élevage en apesanteur. Comme pour Skylab, les équipages au sol restent en contact permanent avec les astronautes. De nos jours, on communique non plus par avion interposé, mais par satellite. Neuf d'entre eux tournent autour du globe à des milliers de kilomètres au-dessus de la station spatiale. Ils sont bloqués en orbite à des points fixes autour de l'équateur terrestre. Ensemble, ils offrent au centre de contrôle de la NASA un contact quasi ininterrompu avec la station spatiale qui orbite à une altitude inférieure à celle des satellites. Le plus proche capte les signaux émis par la station et les renvoie à la Terre, où ils sont transmis au centre de contrôle de Houston. Koichi, j'écoute. On va passer à la première phase. Pas de problème, merci pour l'info. En 1973, une flotte d'avions a déjà permis à la station américaine Skylab de rester en contact avec le contrôle au sol. La construction d'une station spatiale de taille plus importante impliquera le mariage de deux ennemis jurés et l'union de deux vaisseaux spatiaux incompatibles. En 1975, les États-Unis et l'Union soviétique font une déclaration retentissante. Ils uniront leurs ressources pour créer une station spatiale unique. La conjugaison de leurs efforts symbolisera la détente des relations entre les deux principaux belligérants de la guerre froide et apaisera les tensions liées à la conquête de l'espace. Le projet est le suivant. L'Union soviétique lancera un vaisseau spatial, Soyouz, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Dans le même temps, les États-Unis lanceront un vaisseau Apollo depuis Cap Canaveral. Les deux engins s'arrimeront en orbite à 220 km d'altitude. C'est là que se retrouveront astronautes américains et cosmonautes soviétiques. Ensemble, ils accompliront la première mission spatiale internationale de l'histoire. L'un des astronautes américains s'appelle Vance Brand. Je me disais que ce serait un vol passionnant, qui aurait évidemment une dimension internationale. Il y avait plein de défis à relever. On n'avait pas le droit à l'échec. Mais la principale difficulté était de s'allier à ceux qu'on considérait normalement comme nos ennemis et de réussir avec eux une mission spatiale. Mais surgit un problème mécanique de taille. Les vaisseaux russes et américains sont mal assortis. L'un et l'autre ont été conçus au plus fort de la guerre froide, dans un secret jalousement gardé, et se révèlent incompatibles sur un point précis et pourtant primordial.
l'écart de pression atmosphérique entre les deux vaisseaux. À bord du Soyouz, l'air conserve la même pression que sur Terre. Tandis que sur Apollo, les astronautes respirent de l'oxygène à l'état pur, stocké à une pression bien plus basse. Si les Américains ouvraient le panneau mobile, la variation subite de pression pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour leurs homologues russes. Le nitrogène, normalement présent dans le sang à l'état liquide, reformerait des bulles de gaz. Les cosmonautes risqueraient d'en mourir. C'est le même accident que connaissent les plongeurs quand ils remontent trop vite à la surface. On y remédie en passant dans une chambre où l'on fait progressivement baisser la pression. Les ingénieurs s'en inspirent pour installer une chambre de décompression à l'avant d'Apollo. Une fois les deux vaisseaux arrimés, les astronautes américains quitteront Apollo et entreront dans la chambre. Ils y passeront 3 heures, le temps d'égaliser la pression atmosphérique avec celle qui règne à bord de Soyouz. Les astronautes devraient alors pouvoir entrer sans danger dans le vaisseau russe pour y échanger une poignée de main historique. « 15 juillet 1975. Vance Brand et l'équipe d'Apollo partent en mission. N'oublie pas pour le propulseur. Moins de 5 mètres de distance. Contact. Au moment où les vaisseaux se sont touchés, on a été un peu balancé, puis on s'est arrimé. On était vraiment fous de joie. On avait réussi la première phase de notre mission sans difficulté. Phase 2. Les Américains attendent que leur corps s'acclimate. La tension monte des deux côtés du rideau de fer. Quand le panneau mobile de leur vaisseau s'est ouvert, il y a eu des cris de joie, des serrements de main et des embrassades. On avait jeté les bases d'une future coopération internationale entre l'Ouest et les pays du bloc de l'Est. On voit aussi bienvenue à bord de Soyouz. On l'a peut-être oublié aujourd'hui. Mais notre mission a amélioré les relations internationales. Et nous avons par ailleurs développé un système d'arrimage assez probant. Cette rencontre extraordinaire a permis une coopération Est-Ouest et a donné naissance à une station spatiale internationale. La navette Atlantis arrive avec son précieux chargement à la Station spatiale internationale. On passe en deuxième position. Après un voyage de 3 jours, la navette se prépare à l'arrimage. Approche par la droite dans une quinzaine de minutes. C'est parfait. Contrôleur de vol paré pour le contact et la capture de la Station spatiale internationale. Le nouveau module est arrivé sain et sauf, de même que l'équipe multinationale. Salut! Hey, content d'être là. Comment tu vas, Rex? Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. La station assure la présence continue des hommes dans l'espace depuis bientôt 10 ans.
On le doit principalement aux ingénieurs qui ont trouvé le moyen de recycler la ressource la plus précieuse pour nous, l'eau. Au centre spatial Marshall, dans l'Alabama, les scientifiques ont construit une maquette d'un module de la station spatiale afin de perfectionner les dernières techniques de recyclage de l'eau. On place des volontaires dans une chambre hermétiquement fermée où ils vivront comme des astronautes. Nous nous servons de cette chambre pour obtenir un modèle aussi représentatif que possible des eaux usées générées par les astronautes sur la station spatiale. Des bouches d'extraction aspirent l'air tiède chargé de transpiration et recueillent la sueur qui s'évapore des vêtements mouillés. Sécrétion liquide que les scientifiques appellent du nom convenable d'humidité de condensation. Ils parviennent également à récupérer l'eau contenue dans l'urine. Comme on s'en doute, l'urine est plus polluée que l'humidité de condensation, d'où la distillation initiale qu'on lui fait subir. On arrive à récupérer à peu près 85% de l'eau contenue dans l'urine. Le système de recyclage de la station spatiale permet de recycler pas moins de 94% des eaux usées rejetées par les astronautes. Une eau qu'ils vont non seulement boire, mais aussi respirer. À l'intérieur du système de survie de la station spatiale, l'électricité passe par des réservoirs d'eau recyclés. Cette charge électrique isole les composants chimiques de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène. Des pompes conduisent l'oxygène dans des tuyaux qui traversent le vaisseau pour alimenter l'équipage en air frais. Oxygène produit à partir de la transpiration et de l'urine humaine. Une technologie vitale pour les futures missions habitées à destination de la planète Mars. Le voyage de retour pourrait durer 2 ans, au cours desquels un équipage de 4 personnes consommerait plus de 36 000 litres d'eau. Les spatiologues doivent ainsi apprendre à recycler la moindre gouttelette afin de réduire au minimum le chargement en eau d'un équipage. En recyclant 94% des eaux usées, on peut s'en sortir sur la station spatiale. Mais ce ne sera toujours pas suffisant pour établir des avant-postes permanents sur la Lune et encore moins pour aller sur Mars. Notre prochain défi consiste à améliorer l'efficacité de ces systèmes pour nous approcher le plus possible des 100%. En 1975, la collaboration des cerveaux américains et soviétiques engendre un vaisseau spatial qui surpasse tous les autres. Mais au moment de passer à l'étape suivante, les soviétiques décident de faire cavalier seul. Pour construire une station spatiale encore plus grande, ils devront maîtriser la sortie dans l'espace. En février 1986, les soviétiques lancent une fusée qui transporte la première section d'un énorme vaisseau. Une fois achevée, la station Mir pèsera environ 130 tonnes. C'est bien trop lourd pour qu'on puisse la propulser dans l'espace à l'aide d'une seule et unique fusée. En fait, il faudra l'y envoyer en 6 sections distinctes. L'assemblage en sera confié à une équipe d'astronautes qui seront eux-mêmes dans l'espace. Une idée révolutionnaire.
Ils innovaient. Ils envisageaient de construire une station spatiale plus grande et ils se sont demandé comment faire. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser? Que peut-on apprendre? La première gageure, travailler dehors dans un environnement aussi hostile. Ici, les températures varient de 135 degrés au soleil à moins 135 degrés à l'ombre. Voilà un échantillon d'images. Randy Bresnik, un astronaute de la NASA, souligne les avantages d'une combinaison spatiale refroidie à l'eau pour un cosmonaute qui sort dans l'espace. Le vêtement refroidissant est constitué d'un maillage de tubes. Plusieurs centaines de mètres de tubes permettent à l'eau de circuler dans tout le vêtement et de réguler la température corporelle. Quand il fait moins 135 degrés, vous montez la température pour rester au chaud. Quand il fait 135 degrés, vous la descendez pour rester au frais. La combinaison fait office de vaisseau spatial miniature qui permet de travailler dehors. Dans les premières combinaisons spatiales, le liquide qui refroidit le cosmonaute, ainsi que l'oxygène qu'il respire et l'électricité qui fait fonctionner ses systèmes, lui viennent de la station par un long cordon ombilical. Toutefois, ce cordon gêne les cosmonautes chargés d'assembler Mir. Il limite leur marge de manœuvre autour de la station. Et s'il venait à se rompre, les cosmonautes risqueraient d'y laisser la vie. On s'éloigne à plusieurs dizaines de mètres du SAS. Il y a donc une longueur équivalente de cordon qui relie le cosmonaute à la station. En d'autres termes, celui-ci n'est pas aussi libre de ses mouvements qu'il pourrait le souhaiter. Afin de remédier à ce problème, les ingénieurs soviétiques ont substitué au cordon un sac à dos. Il contient des réservoirs d'oxygène, des batteries, des liquides de chauffage et de refroidissement qui, tous, alimentent directement la combinaison. Chaque système est doublé pour parer à une éventuelle panne. Ne pouvant pencher la tête pour voir le tableau de contrôle situé sur son torse, le cosmonaute dispose fort heureusement d'un miroir intégré à la manche. Il peut ainsi assembler Mir sans entrave. Malgré ce surcroît d'agilité, il faudra 10 ans avant de mettre la dernière main à la station spatiale. Toujours est-il que la nouvelle combinaison spatiale facilite considérablement l'assemblage d'une structure, quelle qu'elle soit, dans l'espace. Aujourd'hui, à la Station spatiale internationale, le moment est venu d'intégrer le nouveau module. Un laboratoire scientifique préfabriqué. L'astronaute Rex Walheim vérifie sa combinaison avant d'entreprendre une sortie de 7 heures dans l'espace, au cours de laquelle il fixera le module à la coque de la station. Message bien reçu. Nous attendons les derniers réglages apportés à la combinaison de Rex. Walheim s'est préparé à cette opération par un entraînement intensif de 200 heures au sol. Bien reçu, on se tient prêt. Ce bassin du centre spatial Johnson offre un environnement en quasi-apesanteur où les astronautes viennent s'entraîner. On appelle cet équipement le laboratoire de flottabilité neutre, parce qu'on peut porter dans l'eau la même combinaison que lors de nos sorties dans l'espace. Les plongeurs qui nous assistent ajoutent des poids ou des panneaux de polystyrène pour neutraliser notre flottabilité, ce qui donne un peu l'impression d'être en apesanteur. Au fond du bassin se trouve une copie de la station spatiale. Sous l'eau,
les astronautes s'habituent à manœuvrer autour de sa coque. Dans leur combinaison, leur mobilité est réduite. Il y a un problème de compression dans les gants. Oui, j'ai un problème aux extrémités. Cette combinaison encombrante rend la moindre opération extrêmement compliquée. Il est gêné au niveau du scaphandre. Ce n'est pas un mauvais jour pour couper tous les câbles. Nous revoilà dans l'espace, où Rex Walheim a pour tâche de sortir le module de la soute de la navette. On y va. En douceur. Les 10 tonnes du laboratoire ont beau ne rien peser ici, l'astronaute a tout de même besoin d'un outil pour déplacer cet objet difficile à manipuler. L'Agence spatiale canadienne a développé à cet effet un bras mécanique composé de 7 articulations motorisées. Le bras est fermement ancré à des hublots dans la coque de la station. Une main mobile permet de soulever des objets et facilite la construction. L'équipage se sert du bras pour extraire de la soute le laboratoire. Bon boulot, continue. Baisse un petit peu. Le bras se plie pour aligner le module sur son port d'amarrage. Plus qu'un mètre. Bien reçu. Walheim serre ensuite les fixations du laboratoire à la main. On est juste un peu coincé. Ça a l'air bon, merci. D'ici quelques jours, le laboratoire sera en état de marche. Merci, Rex. Bon boulot, les gars. En 1986, les ingénieurs soviétiques mettent au point une solution pour construire et assembler dans l'espace une station aux dimensions inégalées. Mais une structure aussi grande que la Station spatiale internationale suscite de nouveaux défis. En effet, ses dimensions l'exposent aux collisions accidentelles. Juin 1997. 3 astronautes à bord de la station Mir font les frais d'un accident dont ils réchappent de justesse. L'équipage se sert d'une commande à distance pour piloter un vaisseau d'approvisionnement non habité. Celui-ci se rapproche trop vite et menace de percuter Mir. L'astronaute britannique Michael Foale se trouve alors à bord de la station. J'ai entendu une détonation. Comme je flottais, je n'ai rien senti. J'ai simplement remarqué que la station tremblait autour de moi. Et puis, j'ai commencé à sentir la pression baisser dans mes oreilles, comme dans un ascenseur qui monte. Là, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les alarmes se sont déclenchées. L'impact détourne la station spatiale du Soleil, sa seule source d'énergie. Les panneaux solaires ne captaient plus la lumière du Soleil. Nous étions privés d'énergie et la station a commencé à se refroidir. On sentait la chaleur diminuer. L'équipe de Foale doit freiner Mir. Par chance, un vaisseau Soyouz est arrimé à la station. Nous avons démarré le Soyouz pour tenter par tâtonnements successifs d'arrêter les rotations de la station. L'équipage oppose au mouvement de la station la force de propulsion de Soyouz. Mir s'arrête de tourner, Michael Foale est sauvé.
Aujourd'hui, la menace d'une collision avec un objet volant plane constamment sur l'équipage de la Station spatiale internationale. Plus de 100 000 pièces de fusées et de satellites au rebut jonchent sa trajectoire. On voit ici une image en temps réel des déchets dangereux en orbite dans l'espace. La NASA détecte au radar les morceaux d'épave les plus importants afin d'épargner la station. Cependant, les risques les plus sérieux proviennent de débris invisibles. Un objet aussi petit qu'un grain de sable placé en orbite voyage à une vitesse susceptible de fracturer la coque de la station, de provoquer une dépressurisation et de tuer l'équipage de bord. Les scientifiques du Centre spatial Johnson sont capables de simuler un accident dû à des débris. Ils chargent un tout petit fragment d'aluminium dans un canon prévu à cet effet et le projettent à une vitesse de 25 000 km/h. Ils visent un échantillon de la coque de la station spatiale. Voici l'échantillon. Là, on voit la face percutée. Et voici l'autre côté de la paroi percée. La paroi a explosé comme un ballon. Les éclats volent à toute vitesse, comme ceux d'une grenade. Ici se situerait donc l'intérieur du véhicule. Si du matériel ou du personnel se trouvait là, ces éclats pourraient causer des dégâts très lourds. Les ingénieurs ont découvert qu'une seule couche épaisse d'aluminium protège moins bien que 2 couches séparées par un espace vide. Ici, vous voyez le trou percé par la particule. En venant heurter cette première paroi et à cause de sa vitesse extrême, la particule se fragmente. Elle forme un nuage de poussière, un peu comme un ballon. Et du coup, elle avance moins vite. Quand ce nuage heurte alors la deuxième paroi, celle qui protège l'habitacle, la particule a été en partie pulvérisée. Afin de renforcer ces parois de protection, les ingénieurs rembourrent l'espace interstitiel d'une résine utilisée dans les gilets pare-balles, le Kevlar. Quand un objet pénètre à présent la paroi externe, le Kevlar amortit le nuage de particules et laisse intacte la paroi interne. Les ingénieurs blindent ainsi les zones les plus vulnérables de la station spatiale. Ils vont jusqu'à équiper les fenêtres de volets pour les protéger lorsqu'elles ne servent pas. Cette technologie pourrait un jour servir à protéger des avant-postes sur la Lune ou Mars, des planètes qui, contrairement à la Terre, n'ont pas ou presque pas d'atmosphère pour amortir les chutes de poussière ou de météorites. Abrité derrière sa paroi d'aluminium et de Kevlar, Mike Fink et son équipe peuvent maintenant se mettre au travail au sein de leur nouveau laboratoire, Columbus. Nous sommes ici dans le module Columbus, la fierté de l'Agence spatiale européenne. Voilà comment on travaille et comment on vit dans l'espace. J'espère que vous avez apprécié la visite. Mike Fink vous dit au revoir et merci. La Station spatiale internationale ouvre la voie à la colonisation d'autres planètes par l'homme. Il s'agit sans conteste d'un vaisseau spatial hors norme, jusqu'au jour où un autre, encore plus grand, viendra le détrôner.